Bonjour, aujourd'hui on va voir dans la programmation en C, on va voir les structures de données, et en particulier les listes simplement chaînées. On va voir comment modéliser, créer et utiliser les listes chaînées et mettre, c'est-à-dire réaliser les différentes opérations sur une liste simplement chaînée. Alors, dans un premier temps, il faut savoir qu'une structure de données en général pour le traitement des enregistrements, il y en a des structures linéaires. Dans ce type-là, il y en a les listes simplement enchaînées, les listes doublement enchaînées, les fils et les piles. Donc, toutes ces catégories-là, ce sont des cas particuliers pour les listes simplement enchaînées. Ensuite, on va traiter les structures non linéaires qui sont les arbres. Alors, pour une liste chaînée, c'est quoi exactement? Une liste chaînée est une collection d'éléments de même type, c'est-à-dire un ensemble d'éléments comme les tableaux ayant le même type. Alors, pour traiter une liste chaînée, il suffit bien sûr de connaître l'adresse du premier élément, L. C'est-à-dire L ici égale à, là une adresse qui est par exemple égale à 20050. Alors, il suffit de connaître ce premier élément pour accéder aux différents autres éléments de la liste. Mais on va voir comment faire l'enchaînement pour arriver à une liste chaînée. Donc, une liste chaînée, c'est un ensemble d'éléments dispersés dans la mémoire contenant des entiers. Pourquoi dispersés? Parce que chaque élément, il a une adresse qui est obtenue aléatoirement. Si vous avez remarqué, les adresses, ils sont dispersées dans la mémoire. Donc, si on souhaite faire une comparaison avec les tableaux, une liste chaînée, chaque élément de la liste, c'est-à-dire ici, chaque élément de la liste, il est défini de cette manière-là. Et là, l'information de l'élément, c'est-à-dire le contenu, ici le contenu c'est 5, 10, 7 et ainsi de suite. Et aussi, il a une adresse vers le suivant. C'est-à-dire, il va permettre de connaître l'adresse suivante. C'est-à-dire, chaque élément, il est défini en deux blocs. Le premier bloc, il contient l'information, comme les tableaux. Chaque case contient une information. Et aussi, elle contient une adresse vers le suivant. C'est-à-dire, le deuxième bloc, sa valeur, c'est l'adresse du suivant. C'est-à-dire, là, c'est l'élément suivant. Il a une adresse. Chaque élément, il a une adresse. Donc, cet élément-là, il a un contenu, c'est-à-dire une information, plus une adresse vers le suivant. C'est-à-dire ici, c'est un type de type élément, ayant le même type. Donc, vers le suivant. Et si on compare avec les tableaux, pourquoi ces informations-là? Pour faire l'enchaînement, c'est-à-dire pour parcourir toute la liste, pour accéder aux différents éléments de la liste. C'est-à-dire, dans les tableaux, on a les indices. Un tableau, il est défini par sa première adresse. Donc ici, T, c'est 200. Et si je connais l'adresse du premier élément, c'est-à-dire T, à ce moment-là, je peux accéder aux autres éléments. C'est-à-dire T0, il va m'amener vers 5. T1, c'est exactement 200 plus 4 octets, parce que les adresses dans les tableaux sont contiguës. Alors, à la différence des listes chaînées, les adresses ne sont pas contiguës. Alors, c'est-à-dire ici dans les tableaux, on utilise les indices, mais ici, on doit avoir une autre manière pour avoir une adresse vers le suivant. Puisque ce n'est pas contigu, alors le seul moyen, c'est de mémoriser l'adresse du suivant. Donc, avec cette manière-là, on peut représenter une liste chaînée et que je peux, en connaissant l'adresse de début, je peux connaître l'adresse de l'ensemble des éléments. Nous avons dit cette structure, elle va nous permettre, à partir d'une adresse de début, c'est-à-dire le représentant dans la liste, je peux constituer tous les autres éléments en utilisant cette information du suivant. Donc, par la suite, pour le traitement des listes chaînées, c'est-à-dire on va gérer un contenu, et ce contenu-là peut être de plusieurs types. Par exemple, ici en général, on a type. Donc, pour définir la structure de données, je dois avoir le type de l'information à gérer et l'information. Donc, pour ceci, il faut mettre en place une structure de données, donc qu'on va l'appeler élément. Et chaque élément, il contient un contenu, c'est-à-dire les données à gérer, et ensuite l'adresse du suivant. Donc, je peux faire la déclaration de deux manières différentes. À partir de cette manière-là, et aussi je peux faire cette déclaration. Dans le code source qu'on va essayer de fournir, et on va utiliser cette deuxième représentation. Et ici, à chaque fois, on peut gérer un type. Alors ici, comme premier élément, c'est-à-dire simple à gérer, on va mettre le type int, c'est-à-dire pour gérer une liste chaînée d'entiers. Par contre, je peux trouver plusieurs
C'est-à-dire, je peux gérer à la fois liste chaînée de caractères, liste chaînée de double, liste chaînée de float et ainsi de suite. Et en même temps, je peux, c'est-à-dire à la fois, au lieu d'avoir une seule donnée à gérer, je peux avoir plusieurs données à gérer. Par exemple, ici, si je souhaite gérer les points géométriques, j'ai besoin de l'abscisse et leurs données à la fois. Donc, tout ce bloc-là, il constitue les données à gérer. Et en même temps, je dois toujours faire attention à mettre en place, c'est-à-dire l'adresse des suivants, donc de la même manière ici. Donc, en même temps, c'est-à-dire je peux, c'est-à-dire, au lieu de cette manière-là, je peux regrouper tous ces éléments-là dans la même structure, c'est-à-dire point. Donc je peux créer une autre structure qui s'appelle point, qui a l'abscisse, qui va encapsuler l'abscisse et leurs données. Et maintenant, j'ai un autre type qui s'appelle point. Alors par la suite, je peux définir une liste chaînée, c'est-à-dire ayant une adresse vers le suivant, mais qui va gérer les points. Donc au lieu d'un type primitif, je peux très bien gérer les types personnalisés, les types complexes et les types que le développeur peut créer. Par exemple ici le point. Et de la même manière, pour la gestion des personnes, je peux mettre en place tout un bloc pour les données, c'est-à-dire les données nom, prénom, adresse, téléphone et âge, ou bien définir à part une structure de données personne qui va regrouper ces informations-là et définir de la même manière que ici, définir une liste chaînée. Donc par la suite, dans les codes sources qui vont venir, on va utiliser ce deuxième type, c'est-à-dire pour une meilleure lisibilité de code et pour une meilleure gestion et maintenance de l'application, on va utiliser ce type de gestion, c'est-à-dire si nous avons plusieurs informations à gérer, il vaut mieux les regrouper dans un seul enregistrement. Comme ça, je peux dire j'ai une structure c'est-à-dire une liste chaînée d'enregistrement. Ici, j'ai une liste chaînée d'entiers. Et ici, j'ai une liste chaînée d'enregistrement de personnes. Alors, pour maîtriser les listes chaînées, bien sûr, on a un ensemble d'opérations qu'il faut connaître et appliquer sur une liste chaînée. La première opération qu'il faut maîtriser, c'est comment créer un nouveau élément. C'est-à-dire, à partir d'une structure qui gère les entiers, je dois être capable de créer un élément. C'est quoi un élément? Une fois appelé cette fonction-là, il faut créer un élément qui contient un bloc. C'est composé de deux informations. Ici, il faut avoir le contenu et l'adresse vers le suivant. Et l'élément créé, bien sûr, il a une adresse qui sera représentée par un nom par la suite. Donc ensuite, en même temps, pour une liste chaînée, je dois définir un représentant. Et ici, le représentant, normalement, c'est E1. Je peux dire L égale à E1 par la suite. Alors ensuite, une fois savoir comment créer un élément, je dois être capable de faire l'enchaînement entre les différents éléments pour avoir une liste chaînée. C'est-à-dire l'enchaînement, c'est-à-dire chaque adresse, dire voilà, le suivant de E1, c'est E2, le suivant de E2, c'est E3, le suivant de E3, c'est E4, et le suivant de E4, il n'a aucun suivant. D'accord? Donc ça, c'est une opération d'enchaînement entre les différents éléments. Et dans la suite, on peut afficher le contenu d'une liste chaînée en connaissant tout simplement son représentant. Alors ça, c'est le premier bloc d'opération qu'on va réaliser tout de suite. Et dans la suite, bien sûr, on va essayer de mettre en place autre opération sur les listes chaînées, à savoir comment ajouter un élément. Et pour l'ajout d'un élément, soit j'ajoute à la fin, au début, ou bien à une position donnée, ou bien ajouter un élément tout en gardant la liste triée. C'est-à-dire si ma liste elle est déjà triée, je peux insérer un élément 3. Par exemple, je dois l'insérer ici. Si un élément 10, je dois l'insérer ici. Si je vais insérer un élément 0, c'est-à-dire je vais l'insérer ici. Tout en gardant bien sûr la liste triée. Et ensuite, je peux mettre en place une opération qui permet de comptabiliser le nombre d'éléments et aussi mettre en place une opération qui permet de supprimer un élément. Sachant que je peux avoir autre opération que ces opérations qu'on va traiter. Alors la première des choses, il faut bien sûr faire ces trois opérations, c'est-à-dire créer un élément, faire l'enchaînement et afficher la liste. Donc pour créer des éléments, il faut tout d'abord mettre en place une procédure qui va créer, ou bien une fonction qui va créer des éléments qui sont dispersés dans la mémoire. Après avoir bien sûr défini la structure de données et ensuite enchaîner les éléments et choisir un représentant. Donc, dans un premier temps, on va essayer de faire ces trois opérations. Alors, la première des choses qu'il faut faire, il faut bien sûr utiliser la manière par laquelle on va représenter notre structure de données, donc type d'abstract élément. Et par la suite, je peux créer les deux blocs, à savoir, il s'agit d'une liste chaînée d'entiers. Donc, tout simplement, je peux mettre ça pour dire il s'agit du premier bloc. Et bien sûr, le deuxième bloc, c'est obligatoire pour faire l'enchaînement. Donc, chaque élément, il a un suivant de même type.
je peux l'appeler ici suivant, comme je peux l'appeler n'importe quoi, même x, d'accord? Mais pour donner des noms significatifs, je peux utiliser suivant. Alors ici, on a dit on va utiliser ce type de structuration, à savoir maintenant, je peux dorénavant utiliser ça pour déclarer des éléments. Alors, la première des choses, si je vais mettre par exemple élément E1, maintenant, c'est-à-dire j'ai réservé l'espace mémoire suffisant pour stocker un élément, c'est-à-dire qu'il contient deux blocs, à la fois le premier bloc qui est contenu, d'accord, un entier, et le deuxième bloc c'est une adresse vers le suivant. Alors ici pour c'est-à-dire une liste chaînée, on va utiliser des adresses, il vaut mieux utiliser des adresses dynamiques, c'est pour cela que je vais utiliser un pointeur vers un élément, d'accord? Alors une fois maintenant j'ai un pointeur, j'ai pas encore réservé l'espace mémoire. Alors pour réserver l'espace mémoire et avoir une adresse, c'est-à-dire dynamique, on va mettre une fonction qui va retourner une adresse, d'accord, qui va retourner une adresse. Cette fonction elle s'appelle create par exemple, qui reçoit en paramètre un entier, d'accord, donc A, et elle va retourner quoi? Return une adresse, d'accord. À la fin on doit retourner l'adresse. Donc pour ceci, à chaque fois appeler l'élément la fonction create, on va définir un élément et allouer l'espace mémoire dynamiquement pour cet élément-là. C'est-à-dire je peux mettre malloc size of element. Donc je vais réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un élément. Donc ici j'ai une adresse qui est obtenue dynamiquement. Et c'est cette adresse-là que je vais retourner pour l'utiliser ici dans le main. Donc ici dans le main, je peux mettre élément E1 et je peux mettre, voilà, je peux mettre E1 égale create, par exemple, create 1. D'accord? Donc, une fois créé l'élément, comme si j'ai créé le bloc, j'ai créé un élément, par exemple, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas donné l'information, c'est-à-dire le contenu et le suivant. Donc, pendant la création, il faut informer, puisque c'est un pointeur, je peux accéder à partir de flèche. Donc, flèche contenu égale à A, d'accord? Et eux sont suivants, parce que jusqu'à maintenant, je ne connais pas le suivant, je vais tout simplement créer, il n'a aucun suivant. Et pour utiliser ici le nul, donc je dois importer ou bien inclure une autre bibliothèque qui s'appelle stdlib, stdlib.h. Donc sinon, sans utiliser ça, bien sûr, je vais avoir une erreur qui va dire que on ne connaît pas. Voilà, il faut définir la sélecture. Voilà, il faut définir la fonction après. Ça, c'est une autre erreur. Il faut définir la sélecture au début et après, il faut... voilà. Maintenant, il ne connaît pas le malloc, il ne va pas connaître le nul. Donc, c'est pour cela il faut importer la bibliothèque. Il faut inclure la bibliothèque qui contient ainsi de suite. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il fait mon programme? Pendant son exécution, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que le scénario d'exécution, ça se définit dans le main. Je vais créer un pointeur sur un élément qui s'appelle E1. Et en même temps, je peux appeler la fonction create, qu'il va créer un élément dynamiquement et elle va retourner une adresse mémoire allouée dynamiquement. Et en même temps, elle a déjà mis un contenu dans cette zone mémoire et en même temps, elle a initialisé le suivant à nul. Donc, cette adresse mémoire E, d'accord, elle sera le résultat de create 1, c'est une adresse mémoire, il sera affecté à E1. Donc, E1 contient quoi? Contient une adresse qui est définie. Alors, nous avons dit que l'objectif ici de create, elle permet de créer une adresse mémoire, mettre dedans un contenu qui est passé en paramètre et ensuite initialiser le suivant à nul, c'est-à-dire chaque élément est créé initialement, il n'a aucun suivant, c'est-à-dire il a tout simplement nul comme suivant. Par contre, cette adresse mémoire, elle concerne l'élément lui-même. Alors, si on souhaite afficher des informations concernant les choses déjà créées, alors on souhaite afficher par exemple l'adresse mémoire de E1 et en même temps afficher son contenu et en même temps afficher son suivant, c'est-à-dire on va
afficher toutes les informations concernant l'élément créé à l'aide de la fonction create qui retourne l'adresse. Alors ici, on va afficher trois informations. La première information, c'est l'adresse. C'est l'adresse retournée. La deuxième information, c'est le contenu. La troisième information, c'est le suivant. Et ici, normalement, c'est nul. Alors si on va exécuter ce programme-là, il va donner les informations suivantes. Alors on va créer, il y a une adresse, un contenu, un suivant, et suivant, normalement c'est nul. Pourquoi? Parce que nous avons tout simplement imprimé pourcentage D, sinon si on change le formatage pour afficher nul, de toute façon c'est ça en général. Alors là, ce sont des informations concernant le premier élément créé. Alors de la même manière, je peux déclarer plusieurs éléments. Ici, on a combien d'éléments? Alors pour créer l'ensemble des éléments ici, chaque élément il est initialement non enchaîné à l'autre élément. Donc tous les suivants sont initialisés à nul. Et ceci est l'affaire bien sûr de la fonction create qui initialise le suivant de chaque élément créé à nul. Alors ici, on va afficher tout simplement les informations. Alors par la suite, on peut de la même manière créer plusieurs éléments. Si on peut créer E2 égale à create, par exemple, ici, on va respecter le même élément. Alors 1, 5, 7, 9. Alors ici, on peut mettre le deuxième élément, c'est 5. Et par la suite, bien sûr, il faut le déclarer. Donc E1, de la même manière, E2 plutôt, E3, E4, ici j'ai combien d'éléments? Alors 1, 2, 3, 4. Alors je vais de la même manière créer 5 pour E2. Je peux afficher ces informations. Et pour E3, la même chose. E3, la même chose, c'est 7. Et ici, il faut afficher les informations de E3, à la fois l'adresse, retournée par la fonction create, et le contenu qui initialise de la fonction create, aussi le suivant. Et par la suite, le quatrième élément. Le quatrième élément, il s'agit de 9 ici. Alors, je peux mettre ici E4, E4 et E4. Et à chaque fois, bien sûr, il faut afficher et revenir à la ligne. Je reviens ici à la ligne. Je reviens à la ligne pour afficher toutes les informations concernant les éléments créés. Alors, une fois exécuté le programme, je contiens. Voilà, ici, on a un petit slash 1, printer. Voilà, normalement, c'est E4. Voilà, j'ai exactement les corrects normalement d'information. Il fallait juste ajouter le 1. Alors ici, j'ai 4 éléments. Chaque élément, il a une adresse obtenue aléatoirement, c'est-à-dire les adresses sont dispersées dans la mémoire. Et ensuite, chaque élément, il a un contenu et il a un suivant qui est initialisé. Maintenant, le travail qui reste par la suite, il faut enchaîner les différents éléments entre eux. Il faut faire cet enchaînement-là. C'est-à-dire pour E1 qui a l'adresse 100, par exemple, il va avoir un suivant qui est E2, donc 500. Et pour E2, il va avoir une autre adresse, le suivant, donc qui est 700, et ainsi de suite. Donc le suivant de E1, c'est E2. Le suivant de E2, c'est E3. Le suivant de E3, c'est E4. Et le suivant de E4, on va le garder nul. Donc on va mettre E1 suivant. C'est-à-dire E1 suivant, c'est l'adresse 100. C'est tout cet élément-là. Son suivant, c'est-à-dire cette case-là, elle va recevoir l'adresse de suivant, c'est-à-dire E2. Donc on va tout simplement mettre ici égal à E2. Alors par la suite, je peux mettre toutes ces informations-là pour E3, E4 et voilà le dernier élément. Normalement, on ne va pas le changer. E4, on ne va pas le changer. D'accord? Donc, j'ai renseigné les 3 premiers éléments, sinon le quatrième, ça va rester. Alors maintenant, si je souhaite afficher les informations
les informations à la fin. Donc ça, c'est des informations au début. Je peux mettre les informations à la fin. C'est après avoir fait l'enchaînement. Donc je peux copier-coller aussi ça pour le deuxième élément. Et pour le troisième élément. Et pour le quatrième élément. Donc je vais afficher les informations pour chaque élément. Donc après avoir informé le suivant. Donc ici, c'est j'exécute. Bien sûr, je vais... Si vous avez remarqué, j'ai ici initialement les suivants, ils sont nuls. Mais une fois j'ai informé les suivants, alors pour le premier élément qui contient 1, son suivant c'est l'adresse du deuxième élément. Donc c'est exactement celle-là. Pour le deuxième élément, son suivant c'est l'adresse du troisième élément. Et pour le troisième élément, son suivant c'est le quatrième élément. Et le quatrième élément, on n'a pas changé. Donc jusqu'ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait l'enchaînement des différents éléments. Alors pour afficher le contenu, nous avons dit il faut déjà avoir un représentant dans la liste. Donc ici, il faut choisir un représentant. Donc on n'a pas encore choisi un représentant pour sa deuxième partie-là. Donc il faut choisir pour chaque liste chaînée, il faut choisir le représentant. Ici, le représentant, normalement, c'est exactement là le premier élément, c'est-à-dire si je vais mettre une liste chaînée qui peut être représentée par L, alors tout simplement je peux dire L égale à E1. Donc maintenant ma liste elle contient un ensemble d'éléments. Et par la suite je dois réaliser la fonction, bien la procédure pour afficher le contenu. Tout on connaît, c'est-à-dire on connaît déjà le représentant, alors on peut afficher tout le contenu de la liste. Alors ici, à partir de L, je peux mettre élément par exemple étoile P, et je peux mettre P égale à L initialement, et je peux mettre while P différent de nul, je peux mettre P égale à P suivant. Donc pourquoi j'ai utilisé ça? J'ai utilisé un autre pointeur pour ne pas perdre la tête de la liste. Si je vais faire while L égale à L égale à L suivant, donc à la fin je perds la tête de la liste, c'est-à-dire à la fin L va pointer sur nul. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé une autre variable intermédiaire. Alors à chaque fois, bien sûr, il faut afficher les informations, donc toutes les informations concernant la tête. Alors là, concernant l'élément, alors ici il y en a P, donc ici P son contenu et à la fois son suivant. Donc quand est-ce que j'arrête? Bien sûr, il faut faire l'affichage avant. Donc quand est-ce que j'arrête? Une fois P égale à nul, c'est-à-dire une fois arrivé au dernier élément qui n'a aucun suivant, à ce moment-là, j'arrête. Donc le bout de code que je viens de mettre, qu'est-ce qu'il fait? Il va afficher les informations de toute la liste en commençant par le représentant. Donc si j'exécute ici, si je vais faire une exécution de ce travail-là, donc while P différent de nul, while P différent, bien sûr il faut mettre différent, normalement c'est ça, while P différent de nul, j'affiche ici, je peux imprimer un message, c'est-à-dire voilà, affichage de la liste. Donc je peux faire ceci et revenir à la ligne. Voilà. Alors là, while P, je pense que c'est ça, normalement c'est ça. C'est ça, normalement, c'est point d'exclamation égal pour dire différent. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais une fois après toutes les informations déjà discutées? Maintenant, j'affiche le contenu de la liste, j'affiche l'adresse, le contenu, l'adresse du suivant, et ainsi de suite. Par contre, en général, on n'a pas besoin d'afficher toutes les informations. Tout simplement, il faut afficher juste le contenu. Alors, c'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'afficher les autres informations. Donc, qui me concerne, moi, plus, c'est l'affichage de contenu. Donc, après ça, j'affiche tout simplement le contenu de la liste. Donc, 1, 5, 7, 9. Alors ça, en résumé, nous avons fait les étapes suivantes, c'est-à-dire créer des éléments qui ne sont pas enchaînés au début, dans laquelle on a mis en fonction create, et par la suite enchaîner les différents éléments, c'est-à-dire pour chaque élément, il faut informer l'adresse, et en fin de compte, il faut choisir un représentant de la liste chaînée.